Bonjour à tous, c'est bon, vous m'entendez? Bonjour, alors j'ai la difficile tâche de débuter sur le dernier mot de cette école chercheur, sur Ville. Alors pour être franc, j'étais moyennement à l'aise quand on m'a proposé d'introduire ce qu'est la ville, parce qu'en une demi-heure c'est assez difficile, en une journée ça l'est aussi. Et donc je me suis dit, que vais-je dire? Et ensuite on m'a dit, ne t'inquiète pas, ce sont des noms spécialistes, ils ne connaissent rien à la ville, donc tu fais simple. Donc j'ai essayé de faire simple, j'ai fait simple, j'espère que je n'ai pas trop fait simple. Alors pour essayer d'être un peu sérieux, donc je vais parler de façon très large, pas tellement de ce que sont les villes finalement, mais de comment elles évoluent, de quelles sont les dynamiques qui les parcourent, tout ce titre, les villes et leur dynamique. Avec deux objectifs que j'ai eu en tête, vous expliquer, ou en tout cas essayer d'activer des éléments de connaissance sur ce que sont aujourd'hui les dynamiques urbaines. Je reviendrai sur la différence ville-urbain, pour un public de non-spécialistes. Et ensuite d'essayer de montrer la diversité des villes, ou plutôt de l'urbain, à échelle évidemment planétaire, et surtout de leur complexité socio-spatiale. Parce que les villes, c'est à la fois du physique, de l'espace, mais c'est aussi du social, des habitants qui les peuplent. Et j'ai pour cela pris le parti pris de partir de 3 entrées. Une première entrée assez classique, vous allez le voir, qui part plutôt d'une approche spatiale et démographique, en essayant de voir... C'est classique. Sinon, si vous m'entendez comme ça peut-être assez mieux. Si ma voix porte suffisamment, je n'ai peut-être pas besoin de celui-ci. Docteur, on peut raconter ça. Donc une fois montré, une entrée plutôt une approche spatiale, donc ce qui permet de définir une ville ou un côté urbain, et démographique, une ville urbaine contemporaine, en partant d'une vraie fausse provocation. Alors la formule n'est pas de moi, elle est de François Choët, un philosophe et spécialiste de l'urbain. La ville est morte, vive l'urbain. Donc c'est l'histoire de vous provoquer un petit peu, en tout cas ceux qui n'ont aucune connaissance de l'urbain ou de la ville, et peut-être de clarifier les choses. Une deuxième entrée qui sera plus une entrée par le social. La ville, c'est pour qui? Qui vit dans la ville, comment on vit dans la ville. Et enfin, dernière entrée sur laquelle moi j'ai un peu plus travaillé, c'est vivre en ville. Ça veut dire quoi? Vivre en ville, alors je ne vais pas tout traiter du vivre en ville, mais le voir par deux aspects, par le petit bout de la lorgnette, donc deux petits bouts de la lorgnette, l'accès aux ressources, et évidemment, pour faire le lien avec la journée d'aujourd'hui, l'accès à l'alimentation. Tout ça pour vous montrer la diversité, aussi la complexité de la ville, qui est un magma, un processus extrêmement complexe. Alors, si on essaye de raisonner de façon assez basique, quand on parle ville aujourd'hui, quand on parle dynamique urbain, que vient à l'esprit? Donc vient à l'esprit deux choses. Une affirmation, on a un monde tout urbain. Mon prédécesseur l'a évoqué, 55% de sites alors aujourd'hui sur la planète. Et l'image qui vient à l'idée, c'est l'image d'une organisation plus ou moins planétaire. Tout ça, ça ressemble pas beaucoup à la ville, ça ressemble pas beaucoup à la ville telle qu'on a l'habitude de se la représenter. Et c'est pour ça que j'ai repris la formule de François Choët qui disait de façon assez juste, la ville est morte, vive l'urbain. Alors ça veut dire quoi? La ville est morte, en fait, c'est la ville telle qu'on avait l'habitude de se la représenter jusqu'aux années 60, jusqu'au début de l'explosion urbaine planétaire, c'est-à-dire la ville très européocentrée, marquée par une densité, une monumentalité, une structuration avec un centre et des périphéries, donc la ville telle que nous, Européens, la concevions. Mais ce modèle de ville, non pas qu'il soit mort, il s'est métamorphosé, la ville a débordé. En débordant, elle s'est transformée, elle est devenue urbain, c'est-à-dire quelque chose, un processus plus qu'une réalité aussi bien identifiable que la ville, un processus plus complexe, qui s'est développé à deux échelles, à l'échelle locale. La plupart des agglomérations, au nord comme au sud, se sont développées sous le biais de l'étalement urbain, l'étalement lié notamment pour le développement de l'automobile. L'urbanisation à une échelle planétaire, une urbanisation désormais planétaire qui prend la forme d'un gigantisme urbain. On parle de mégapoles, on parle de ville, on parle de mégapoles, Tokyo, Rio de Janeiro, Jakarta ou autre. Et on serait dans une indistinction rural-urbain, où l'urbain, la ville, se transformant en un urbain qui déborde, peinerait à donner des limites. On aura une espèce de magma qui déborde, dans lequel, effectivement, la limite rural-urbain devient plus difficile à établir, que l'on soit dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud. Je vous montrerai quelques exemples et je nuancerai évidemment ces propos. Ce qui, du coup, moi, me facilite pas la chose, parce qu'on m'a dit tu vas leur parler de ville.
Donc moi, je vais garder le mot ville, mais dans un sens très générique. Et en fait, derrière le mot ville, c'est le mot urbain qui va être dans mon propos. Je vais reprendre ce mot simplement comme une commodité intellectuelle. Mais en fait, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'urbain, c'est-à-dire un ensemble qui inclut aussi bien les villes, telles qu'on les concevait, notamment les villes-centres, et leur agglomération plus ou moins étalée. Donc là, j'ai repris la formule que vous connaissez sans doute. L'annonce de ma mort est sans doute prématurée, pour dire que la ville existe toujours, mais elle est un des éléments qui composent aujourd'hui ce qu'on appelle plus largement l'urbain. Alors, rentrons un peu maintenant dans le détail. L'urbain, c'est quoi ? C'est d'abord une croissance ininterrompue depuis les années 60, grosso modo, à l'échelle planétaire, qui prend quelques caractéristiques très générales, que vous connaissez très certainement. La métropolisation, c'est-à-dire le changement d'échelle de l'urbain, qui passe d'agglomérations de quelques centaines de milliers d'habitants à des agglomérations monstrueuses, de dizaines de millions d'habitants. À leur périphérisation, plus d'habitants dans les périphéries que dans les villes-centres. Et enfin, une globalisation de ces dynamiques, mais avec des effets qui sont différenciés, évidemment, selon les contextes. Alors, si on essaye de regarder cela, cette fois-ci de façon plus graphique, par une entrée par l'espace et par la forme, là aussi, on est un peu mal à l'aise pour vous donner des limites à la ville et à l'urbain. Donc, j'ai pris quelques figures, il y en a plusieurs qui existent dans la littérature scientifique consacrée aux villes, ou en tout cas à l'urbain. Alors, c'est quoi l'urbain aujourd'hui ? On pourrait dire, c'est d'abord cette figure-là, c'est la figure de la ville-voiture, qui depuis les années 60, notamment plutôt en Amérique du Nord, un peu plus tard en Europe, s'est développée avec son centre aggloméré, puis sa première couronne de banlieue qui s'est structurée notamment à partir de la révolution industrielle, et puis à partir des années 40, 50, 60, 70, arrivée de l'automobile, généralisation des voies rapides et périurbanisation plus complexe qui se fait au rythme de la progression des voies rapides, des autoroutes et de la motorisation des populations urbaines. Première figure, donc on voit un espace qui est déjà un peu plus complexe, plus étal. Deuxième figure, la ville diffuse, la città diffusa, c'est un modèle qui a été analysé notamment dans le nord de l'Italie, la plaine du Pô, où là on voit que la ville, ou l'urbain en tout cas, ça prend cette forme, une espèce de constellation, marquée par un mitage. Les limites rurales-urbaines ne sont pas ici à concevoir de façon linéaire. Avec l'idée d'un continuum, on aurait la ville, puis on aurait le périurbain, les zones pavillonnaires, puis enfin on aurait le rural, le vrai, pur et dur. Non, c'est un peu plus compliqué, il y a des résidus, d'espaces ruraux, puis un peu plus de densité urbaine, avec des petites villes, parfois en agglomération, puis à nouveau du périurbain, etc. Donc plutôt un méli-mélo d'une ville diffuse, qui rend complexe l'organisation et même la caractérisation de ceci. La ville, c'est aussi ça, c'est de plus en plus ça aussi, c'est la ville générique. C'est la ville marquée par la densification. Donc, si vous voulez, la ville, c'est un processus contradictoire. Elle s'étale de plus en plus loin, même si aujourd'hui cet étalement tend à se limiter, elle s'étale, et en même temps, paradoxalement, dans le centre, elle se reconcentre, elle se redensifie, et en même temps, elle produit des images, à l'échelle planétaire, j'entends, de ce type, où il devient de plus en plus difficile de définir en termes architecturaux, pour certaines grandes métropoles, à quelle ville on a affaire, avec leur lot de CBD, de centres des affaires, leur parc à thème, leur stade gigantesque, leur zénith, etc. Et enfin, la ville, ou en tout cas l'urbain, c'est aussi et beaucoup ça. C'est quoi ? C'est l'urbain diffus, ce qu'on appelle l'urbain diffus, un urbain ou une urbanisation plutôt, un processus d'urbanisation à la marge des villes ou des métropoles, des grandes métropoles notamment, qui ne fait pas que miter l'espace rural, qui s'y installe durablement, qui s'y enquiste durablement à tel point qu'on ne voit plus trop la différence. Alors j'aurais pu prendre un exemple dans les pays du Nord, j'ai choisi volontairement un pays du Sud, ici l'Indonésie, avec l'exemple de ce qu'on appelle les villages-villes, les Desakota, en Indonésie, où voilà, ça produit ce type de paysage, des exploitations agricoles, un paysage urbain avec des bâtiments collectifs, et puis on le voit déjà, des trames de réseaux urbains plus ou moins structurés, qui donnent une image qu'on a du mal à interpréter. Est-ce qu'on a la campagne ? Oui. Est-ce qu'on a la ville ? Peut-être. Est-ce qu'on est dans l'urbain ? Sans doute. C'est ce qu'on appelle donc l'urbain diffus, qui est difficile à caractériser et qui n'a pas de frontières particulières. Alors tout ça renvoie à l'idée d'un urbain qui serait une question de gradient. Alors c'est pas tout à fait vrai, et c'est d'ailleurs assez discuté dans la littérature scientifique. On n'est pas dans un gradient, on n'est pas complètement dans un gradient, on n'a pas un continuum strict qui verrait de la verticalité du centre avec ses gratte-ciel, et puis on arriverait progressivement aux campagnes et aux fermes des espaces ruraux. Alors on est plutôt dans un patchwork,
beaucoup plus complexe, qui dépend des modalités physiques du développement. La géographie des lieux, la topologie des lieux joue un rôle, des modes d'organisation du capitalisme local, des formes d'investissement, du foncier disponible, des politiques urbaines, des opportunités foncières, etc. Donc un urbain sur lequel je suis désolé, je serai incapable de vous donner une limite précise, une marge précise et une différence de plus en plus floue entre urbain, périurbain, rural ou autre chose. Donc ça c'est le premier point quand on parle ville, ou en tout cas quand on parle monde urbain. Deuxième image, c'est l'image que l'on a, c'est l'image d'un monde urbain de croissance phénoménale, exponentielle, quasi sans fin. Alors c'est pas complètement faux, puisqu'en 2018, plus de la moitié de la population mondiale est urbaine, 55%. Les estimations pour 2030 chiffrent à peu près à 60%. Et on a en tout cas une forte croissance, ce qui se porte sur ce qu'on appelle les mégacités, les mégapoles. Vous les connaissez très certainement. Shanghai, 18-20 millions d'habitants. Tokyo, Mexico, dont on ne sait plus d'ailleurs comment compter Mexico, 45, 50, 55 millions d'habitants. Certains collègues le qualifient de monstruopole, tellement les limites de cette métropole sont incertaines, sont complexes, confuses. Sao Paulo, également plus de 20 millions d'habitants, et leur paysage stéréotypé dans l'imaginaire collectif, leur lot de gratte-ciel. Vous avez tous vu ces images d'entremêlement de réseaux autoroutiers à Los Angeles, etc., qui définissent ce type de métropole. Donc en 2030, voilà ce que devraient donner les villes à l'échelle planétaire. Donc vous avez ici une carte des villes millionnaires. En bleu, les villes qui sont entre 1 et 5 millions d'habitants. Alors ce n'est pas très visible malheureusement. En marron, 5 et 10, et en rouge, celles de plus de 10 millions d'habitants. Là aussi, j'enfonce des portes ouvertes. On voit très bien que c'est une urbanisation généralisée avec un focus qu'on doit porter sur l'Afrique, le continent dont la croissance est en train d'exploser et qui sera le continent urbain dans les années qui viennent. Avec ici la carte des taux d'évolution 2018-2030. En vert, les métropoles dont le taux de croissance sera relativement faible, c'est entre 0 et 0,5%. En orange, je crois que c'est 1,5%, et puis en rouge, c'est celles qui vont dépasser les 3-4%. Donc on voit deux choses, le tassement de la croissance en Europe, son ralentissement en Asie, dans le sous-continent indien, et la forte croissance en Afrique. Donc voilà pour ce qui est de l'image planétaire, donc d'un phénomène désormais très bien globalisé. Alors ça, ce sont des représentations que l'on a, qui reposent effectivement sur des faits justes, mais des représentations qui sont quand même trompeuses, qui à mon sens renvoient une image trompeuse de ce qu'est la ville. Alors j'utilise toujours ça par commodité linguistique, derrière je mets l'urbain que je vous ai montré, complètement indifférencié. Une image trompeuse, pourquoi ? Alors je reprends les propos d'une collègue dans une publication récente, Elisabeth Dorier, qui disait de façon simple, les mégacités ne sont pas la réalité du fait urbain contemporain. Pourquoi ? Premier contexte, rappelons quand même que 45% de la population mondiale vit encore dans les campagnes. Donc certes, on a un fait urbain qui est désormais majoritaire, certes, mais il n'est quand même pas non plus unique. Et deuxième élément, plus intéressant, c'est que l'image qu'on a d'un monde urbain, dans la réalité, comme vous le voyez ici, 42% des citadins vivent dans des villes entre 10 000 et 300 000 habitants. Donc être urbain aujourd'hui, si je voulais pousser à la caricature, ce que je fais volontiers, ce serait vivre dans des villes moyennes. Un urbain, en gros, la plupart des urbains, la bonne moitié des urbains, vivent dans des villes moyennes. Alors c'est à nuancer, vous verrez pourquoi, évidemment. La part des petites villes est encore assez importante. Elle représente 29% du fait urbain et 15% de la population mondiale. Donc là, évidemment, je provoque. C'est histoire de casser la représentation d'une réalité urbaine qui ne serait que le fait de très très grandes métropoles. Alors pour appuyer très modestement ce constat ou cette hypothèse, c'est que la réalité de la croissance urbaine connaît aujourd'hui un ralentissement. Donc on a un tassement, qui est certes léger, mais qui est réel. On voit ici les taux de croissance de la population urbaine, donc ce sont des chiffres que j'ai empruntés à l'ONU Habitat, de 1950 à 2050, donc une part de prospective. Et on voit très bien qu'on arrive à un pic qui est suivi d'une légère décroissance, ou en tout cas plutôt d'un tassement de la croissance urbaine à l'échelle planétaire, pour différentes raisons, notamment parce que plusieurs pays asiatiques, en termes démographiques, ont atteint, un certain niveau. La croissance urbaine est régulée de façon différente, élément que j'expliquerai dans un instant. Voilà, donc, autre élément pour nuancer mon propos, c'est que cette croissance ou ce tassement de la croissance est évidemment très, très régionalisé. Ce qui vaut pour l'Europe, pour l'Amérique du Nord, est un peu moins vrai pour les pays en développement et encore franchement différent pour les pays émergents où là la croissance reste importante. Mais statistiquement, lissé à l'échelle planétaire, on a un relatif tassement. Donc, ce qui rompt avec certaines représentations. Donc du coup, ça conduit à l'idée que la ville, c'est quoi ? C'est une réalité mondiale finalement assez contrastée. Derrière le schéma de la très grande métropole,
avec une part des très grandes villes qui a effectivement augmenté. Hein, là, je modère mon propos de tout à l'heure, hein, j'étais dans la provocation, évidemment, puisque la part des villes plurimillionnaires entre 5 et 10 millions d'habitants a augmenté et va continuer à augmenter, 30, et elle devrait être à peu près 48 en 2015, même si ce chiffre est à nuancer, parce que comme je vous l'ai dit, c'est très difficile à calculer la taille d'une mégalopole, tout dépend de la base statistique et de la base surtout institutionnelle. Si on prend en compte l'agglomération, les urbaines, ça varie d'un pays à l'autre, et dans les pays du Sud, c'est évidemment parfois plus difficile à faire que dans les pays du Nord. Ce qui est important, c'est que le rythme de croissance des mégacités Nord-Sud mélangées, c'est quand même relativement faibli, 1,5% par an, donc ce qui est quand même inférieur à ce qu'il y a eu ces 3 dernières décennies. Et là aussi, pour vous provoquer un monde de petites villes, alors je provoque hein, évidemment un monde de petites villes, 42% de la population mondiale donc, qui vit dans des villes entre 10 et 300 000 habitants. Alors là, la réalité est évidemment très, très diverse, parce que les petites villes, c'est tout et n'importe quoi, c'est aussi bien les chefs-lieux, les petites villes, par exemple, que l'on peut avoir en France, au hasard, Montluçon, voilà, petite ville. Ça peut être des villes de périphérie des grandes banlieues, hein, de la banlieue lyonnaise ou de la banlieue parisienne. Mais surtout ici, ce qui est intéressant, c'est que les petites villes, à l'échelle planétaire, ce sont surtout les petites villes du Sud qui, elles, connaissent un taux de croissance très fort. Un taux de croissance très fort qui est alimenté par l'exode rural et qui joue un rôle, comme j'ai mis ici, dans le processus de contre-métropolisation. Alors c'est là où on va rentrer un peu dans la complexité du fait urbain. Les villes grossissent, bon, il y a un relatif tassement. Les mégapoles ou les mégacités connaissent un tassement, mais ça ne veut pas dire que l'exode rural, lui, a cessé d'alimenter cela. Il n'alimente plus directement les mégapoles. En revanche, ce qu'il fait, c'est qu'il alimente les petites villes, c'est le cas notamment en Afrique ou au Vietnam. Il alimente les petites villes qui sont en périphérie plus ou moins proches, parfois même assez éloignées de ces mégapoles, pour lesquelles elles constituent, ces petites villes, un processus de contre-métropolisation, c'est-à-dire un espace tampon. Espace tampon qui est soit lié à des politiques urbaines structurées, c'est le cas par exemple, je vous l'ai mis ici, en Asie, Chine et Vietnam, qui ont des politiques de valorisation et de captation des flux migratoires dans ces petites villes pour contrôler les flux et les migrations, et limiter, ou tenter de limiter évidemment l'explosion des mégapoles. Ou ça peut être aussi tout simplement lié, les deux ne sont pas incompatibles, à des difficultés et le coût de la vie des grandes métropoles, ce qui fait que les migrants s'arrêtent d'abord dans les petites villes. Donc vous voyez, derrière ce processus, ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est que la ville, ce n'est pas seulement figé dans la grande métropole, ce sont des processus, des mouvements qui vont pas seulement de l'exode rural à la mégapole, qui passent aussi par les petites villes et qui sont dans des processus d'interaction complexes. La ville, c'est avant tout un phénomène de mobilité, de flux, d'incertitude, et d'un horizon toujours indéfini. La ville, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on ne connaît pas ses limites. Bon, je pense que là, j'ai fait passer le message. Deuxième élément très général hein, sur les dynamiques urbaines, là, on ne parle que de croissance. Hein, on est dans un schéma où les villes se développent, croissent, qu'elles soient grandes, petites, etc. Une partie de la réalité urbaine est complètement différente, vous le savez sans doute, mais une partie des villes, la ville n'est pas que croissance, la ville c'est aussi décroissance. Une partie des villes, alors évidemment pas toutes, mais une partie des villes connaissent des phénomènes de décroissance importants. Hein, vous avez peut-être entendu parler de l'exemple de ce qu'on appelle les villes rétrécissantes, les shrinking cities, hein, des villes qui rétrécissent, qu'on retrouve essentiellement dans les pays du Nord, qui sont pour beaucoup liées au phénomène de désindustrialisation. Hein, c'est le schéma classique des vieilles villes industrielles qui ont perdu leur activité manufacturière à partir des années 70, qui ont du coup perdu de la population et se sont engagés dans un cycle de déclin, un déclin urbain. C'est le cas d'une partie des villes du nord de la France, hein, Valenciennes, Lens, Saint-Étienne dans une partie du Massif central, Decazeville. C'est aussi le cas archétypal des grandes métropoles américaines comme Détroit, hein, qui a perdu la moitié de sa population et un tiers de sa superficie, Flint dans le Michigan, Gary dans l'Indiana, etc. Et c'est aussi, et c'est pour ça que je voulais vous montrer cette carte, c'est pas seulement les villes industrielles. Quand on prend l'exemple de la France, hein, j'ai pris des cartes ici de l'INSEE, l'évolution de la population urbaine, c'est beaucoup plus large que ça. Ça concerne aussi les petites villes, ça concerne aussi des villes moyennes, plus ou moins marquées par l'urbanisation. Et dans les villes du Nord, on se rend compte que la ville n'est pas que croissance, elle est aussi décroissance. Et c'est une particularité des villes du Nord, qu'on retrouve évidemment très peu dans les villes du Sud, mais qui existe. Hein, j'ai un de mes collègues, Max Rousseau, qui travaille sur les villes en décroissance au Maroc, qui sont essentiellement des villes d'ancienne industrie minière. Donc, oui, ces mécanismes sont évidemment très minoritaires dans les villes du Sud, mais ils existent. Et ils posent, comme on le verra dans un instant, c'est-à-dire tout de suite, aussi d'autres rapports à l'alimentation. Alors là, j'ai fait une petite parenthèse.
pour me faire plaisir, en fait. Je vous ai mis ici l'exemple de Philadelphie, ville dans laquelle j'ai beaucoup travaillé et habité, qui était une ville longtemps marquée par la décroissance. Mais quand je dis marquée par la décroissance, c'est une décroissance très forte qui a conduit notamment à la mise à la vacance, une vacance très forte. Vous voyez, près de 10 000 terrains vagues, 44 000 logements vacants, hein, sur une ville qui fait 1,7 million d'habitants, une agglo 5 millions d'habitants, et qui ont été non pas le support finalement à une décroissance, mais vu comme une opportunité, une alternative. Je pense que certains d'entre vous travaillent sur ces questions. Donc la décroissance, ce n'est pas forcément une fatalité pour les villes, ce n'est pas forcément un problème en termes d'alimentation urbaine. Au contraire, ça peut être aussi une opportunité. Ça libère du foncier. Bon, vous verrez sans doute dans quelles conditions. Et à Philadelphie, je vous ai mis la carte. Il y a 838 jardins communautaires et fermes urbaines. En fait, il y a à peu près 200 fermes urbaines qui sont surtout inscrits dans le champ social, hein, dans la lutte contre l'injustice sociale, l'insécurité alimentaire et le traitement des ghettos. Ici, 2 quartiers noirs du nord de la ville. Alors voilà pour ce premier temps, hein, cette entrée par l'espace et une approche plus démographique. Deuxième entrée, hein, pour essayer d'introduire ce qu'est la ville ou l'urbain, ou ce qu'on peut en dire en tout cas, c'est à travers les questions sociales. Et là, je vais différencier cette fois-ci, évidemment, les dynamiques du nord et les dynamiques du sud. Alors, quelles sont les dynamiques socio-spatiales des villes du Nord, hein, de l'hémisphère Nord, des pays développés? Alors là, j'ai repris une formule empruntée à un sociologue, Jacques Donzelot, la formule un peu ancienne, mais j'ai trouvé qu'elle était très pédagogique, même si évidemment elle est caricaturale, même si elle soulève tout un tas de questions et elle est même porteuse de paradoxes. En tout cas, je la trouve très pédagogique pour un public de non-spécialistes. Si on cherche à synthétiser de façon vraiment hyper schématique, bien entendu, ce que sont les dynamiques urbaines, par exemple, en France, en gros, il y a 3 dynamiques qui s'articulent, hein, pour faire très schématique. Des logiques de périurbanisation, en tout cas qui sont articulées, c'est-à-dire l'extension des surfaces artificialisées en périphérie des grandes agglomérations urbaines, que ce soit de l'habitat, du commerce, de l'activité industrielle ou artisanale, ou des services. Premier élément, donc l'image qui vient à l'esprit, évidemment, c'est le pavillon résidentiel. Deuxième dynamique, ce sont les processus, c'est un terme anglais de gentrification, d'embourgeoisement, qui désigne des formes particulières d'embourgeoisement qui concernent les quartiers populaires centraux, plutôt dans les centres-villes ou les villes-centres, et qui passent par la transformation de l'habitat, de l'espace public ou des commerces. C'est le retour au centre des classes supérieures, type, j'aime pas trop l'expression bobo, yuppies, hipsters, etc., même si c'est très caricatural, bien entendu, avec son lot de transformation de l'espace public, des transports et du rapport à l'alimentation aussi. Et enfin, les phénomènes de relégation, ségrégation. Alors, comme c'est une école, je me suis dit on va essayer d'être un peu pédagogue. Alors j'ai essayé de résumer ça, je ne sais pas si c'est très lisible, sur un tout petit tableau qui n'a aucune vocation scientifique. C'est simplement une sorte de listing des choses qu'on peut retenir sur ces 3 processus. Et j'ai retenu, donc, pour différencier périurbanisation, gentrification, relégation, ségrégation, ces 3 dynamiques, 4 entrées: le vivre ensemble, la question des mobilités, l'éducation et les modes d'habiter. Pour essayer de vous montrer que ces 3 dynamiques correspondent à 3 types d'espaces, 3 types de populations, et aussi vont produire des formes de fragmentation et des formes de complexité urbaine. La périurbanisation, traditionnellement, c'est quoi? C'est un entre-choix choisi, hein, les classes moyennes notamment, qui choisissent plutôt de vivre entre elles. La gentrification, c'est un entre-choix, mais très sélectif, hein, qui est basé sur une réappropriation d'un immobilier singulier. Et enfin, la relégation, c'est un entre-soi contraint, plutôt dans des cités d'habitat social ou plutôt dans des quartiers anciens dégradés. Tout ça a des incidences sur les mobilités. Hein, les mobilités contraintes des catégories classe moyenne autocentrées, hypermobilité des classes qui habitent dans les espaces gentrifiés, ou au contraire, mobilité difficile des formes de relégation et de ségrégation. Tout cela donc définit des rapports à l'espace, et on le verra aussi des rapports à l'alimentation urbaine très différents, hein. Ne serait-ce que par la nature de l'espace. Une première carte ici de l'étalement urbain dans la plaine du Roussillon, une carte qui a été faite par l'agence d'urbanisme, qui vous montre, on voit ici la puissance de l'étalement urbain, parce qu'on a une agglomération qui fait à peine 200 000 habitants, et qui couvre pratiquement l'intégralité d'un département, hein. Pour ceux qui connaissent, donc vous avez c'est pratiquement les 3/4 du département des Pyrénées-Orientales, et une périurbanisation des classes moyennes qui se fait à partir de Perpignan vers le littoral, vers la montagne, et aujourd'hui jusqu'au contrefort des Pyrénées, hein, puisque la périurbanisation arrive jusqu'à des petites villes qui sont désormais à 700-800 mètres d'altitude. Hein, donc on voit la puissance, la complexité de cette périurbanisation. Une petite image de la gentrification, c'est le quartier de Mission à San Francisco.
Derrière le côté cool, le côté bohème, bah, c'est un des espaces les plus aisés de la ville, et les plus ségrégés, les plus surveillés par les caméras de vidéosurveillance. Et enfin, un grand ensemble, ici c'est celui du quartier de Montrénaud à Saint-Étienne, grand ensemble typique des années 60-70 de l'urbanisme moderne, et qui est un espace de relégation enserré par il est en haut d'une colline, il est enserré par des réseaux de circulation, il est coupé du reste de l'habitat, notamment de l'habitat pavillonnaire en périphérie et de l'habitat urbain qui est juste au pied de cette colline. Donc voilà, des réalités très différentes, des modes de vivre la ville très différents, que ce soit en termes d'éducation, de mobilité, et évidemment d'habiter et d'habitat. Au sud, les réalités là sont relativement diverses, hein, je caricature là aussi à grands traits. Au sud, les dynamiques urbaines sont un peu différentes. Les phénomènes que l'on peut retenir sont beaucoup plus contextualisés. L'Afrique, évidemment, reste marquée par l'explosion urbaine et la pauvreté, hein, pauvreté omniprésente avec la part importante des bidonvilles. Le Brésil est la part de l'exclusion urbaine. Ici, une photo d'une favela à Rio, c'est la favela Santa Catarina, juste à côté d'Ipanema. Et la banalisation, les fermetures urbaines des gated communities, hein, des communautés fermées en Afrique du Sud. Donc pour vous montrer des logiques, hein, la réalité urbaine c'est ça, c'est de la pauvreté plutôt en Afrique, c'est de l'exclusion urbaine au Brésil, et c'est aussi de la fermeture résidentielle de certaines populations. Donc un ensemble plus complexe. Tout ça pour vous dire que la ville, bah, c'est de plus en plus de la ségrégation, de la fragmentation, de la fermeture. La ville, certes, c'est un magma, hein, c'est un métabolisme urbain très complexe, mais dans ce métabolisme, la perméabilité ne va pas de soi, la circulation ne va pas non plus de soi, et on est plutôt contraint, ou en tout cas marqué par l'importance des formes de fragmentation. J'ai pris deux exemples. Un exemple français, Marseille, bon, c'est le plus caricatural évidemment, et là j'ai repris les travaux de deux collègues, Elisabeth Dorier et Gwen Audran, qui montrent, pour la première, Elisabeth a travaillé sur les fermetures résidentielles à Marseille, des années 90 aujourd'hui, c'est-à-dire la multiplication des zones pavillonnaires qui se ferment. Bah, vous avez une rue, bah, vous mettez une barrière et puis voilà, elle est fermée. Des petites copropriétés qui se ferment, la privatisation d'espaces publics, et on voit le rythme, hein, de ce qui est en rouge, des espaces qui ont été privatisés, fermés, et qui font que la ville est de plus en plus segmentée, extrêmement complexe, et dans lequel il est difficile de faire passer des réseaux de transport en commun, de développer de l'offre de commerce, de services, ou encore pire, de l'éducation. Ici, le travail de Gwenaël a montré par exemple que ce n'est pas parce que dans certains quartiers il y a de la mixité sociale qu'il y a de la mixité scolaire. Donc la réalité d'une ville est souvent en fait de faux semblants, et derrière des apparences, comme la mixité sociale, vous pouvez avoir au contraire l'absence de mixité scolaire. Donc des enjeux très, très complexes. Et autre exemple de fragmentation, donc là c'est l'exemple absolu, un travail de Renaud Legois qui a travaillé sur Los Angeles et qui a montré l'hyperfragmentation de Los Angeles, une métropole qui n'a pas de centre. À Los Angeles, il y a 5 centres, il n'y a pas de centre-ville, 5 centres pour ceux qui connaissent. Une fragmentation marquée par des données ethniques, des données sociales, des données religieuses, etc., renforcée par la topographie des lieux, renforcée par la faiblesse du tissu en commun, qui montre ce patchwork extrêmement complexe et dans lequel il est difficile de se déplacer, difficile aussi de vivre. Hein, c'est ça aussi la ville. Los Angeles, 250 km du nord au sud, 110 d'est en ouest. Est-ce que c'est une ville? On n'en sait plus rien à la limite. Est-ce que c'est de l'urbain? Sans doute, mais quoi? On ne sait pas trop. J'en arrive en fait à la troisième partie sur la question de la ville. Donc c'est beaucoup de fragmentation, de la ségrégation, donc des rapports sociaux compliqués. Et que veut dire aujourd'hui vivre en ville, l'expérience urbaine? L'expérience urbaine aujourd'hui est évidemment différente selon le contexte national ou géographique, et elle est marquée en fait par deux éléments importants pour cette école chercheur, il me semble. Tout d'abord, le premier élément, c'est la question de l'accès aux ressources. Alors les ressources sont relativement larges. L'accès aux ressources, ça peut être à la mobilité, transport en commun, c'est à la ressource habitat. D'autre part, ça peut être la ressource éducative et évidemment à l'alimentation urbaine. Alors cette question des accès est fait bien entendu l'objet de politiques urbaines de type corrective, hein, correctrices, qui sont très différentes d'un pays à l'autre. Et je voulais surtout vous montrer avec quelques diapos les façons de faire et aussi la complexité des politiques urbaines. Par exemple, les politiques de rénovation urbaine, hein, qui ont visé, vous le savez, en France, mais aussi dans d'autres pays occidentaux, à traiter les quartiers d'habitat social, hein, les grandes cités d'habitat social, par de la dédensification, hein, démolition des tours, introduction de mixité sociale, ont produit des effets finalement relativement complexes. D'abord, elles n'ont pas vraiment introduit de mixité, pour différentes raisons.
parce que c'est difficile d'introduire la mixité dans ces espaces. Les habitants, souvent, se sont opposés, pas toujours, mais il y a eu des formes d'opposition. Donc la ville, c'est là où je voulais en venir, c'est aussi de la forme de contestation. Les politiques urbaines font l'objet de plus en plus de contestations, de prises de parole. Et là, j'avais 2 exemples à vous montrer. Un à Montpellier, le quartier du Petit Bar, que certains connaissent peut-être, qui est une grande copropriété d'habitat dégradé, qui devait être démolie dans le cadre de la rénovation urbaine, pour lesquels les citadins, les habitants se sont mobilisés, se sont opposés et ont obtenu une reformulation du projet urbain dans son ensemble, donc ce qui est assez intéressant, en refusant la mixité sociale, en disant nous, la mixité, on n'en veut pas. Un refus de mixité sociale que j'ai aussi constaté dans le cadre de Perpignan, une autre cité d'habitat social peuplée par des populations plutôt gitanes, minorisées, qu'on voulait en gros déloger pour installer du pavillonnaire pour classe moyenne, parce que le foncier est très cher, donc, etc. Et là aussi, mobilisation, un peu de violence urbaine, puis concertation, refus de la mixité. Donc des politiques urbaines aussi qui ne sont pas mécanistes, c'est là où je voulais en venir, donc il ne faut pas voir les politiques urbaines comme une décision horizontale, verticale, pardon, qui aboutirait à des processus de changement. On est dans l'interaction, les politiques urbaines, je crois que mes 2 collègues qui vont me suivre vont largement évoquer la question. Donc ça, c'était le premier point, prendre en compte cette réalité-là, hein, d'interaction, de mobilisation et d'un contexte de politique urbaine qui sont sans arrêt renégociés, qui font l'objet d'interactions des acteurs nombreux. On a vu les citadins, les élus, mais il y a aussi, bien entendu, la société civile, les associations, etc. Donc on est dans un métabolisme complexe. Et deuxième élément, je voulais terminer par la question de l'alimentation urbaine. En gros, vous avez la carte de Philadelphie, et là, vous avez tout un tas de rouges, de zones en rouge, qui correspondent en fait tout simplement aux quartiers pauvres dans lesquels l'accès à l'alimentation à pied est impossible. C'est-à-dire dans lesquels vous n'avez aucun commerce, ni grande surface, ni fast-food. Et en gros, ça représente 25% de la superficie de la ville. Donc ça concerne essentiellement, vous en doutez, les quartiers pauvres, modestes, essentiellement afro-américains et hispaniques, enfin plutôt afro-américains, et dans lesquels l'accès à pied est très difficile, alors même qu'à proximité, vous avez des supermarchés à la sortie. Hein. Les politiques urbaines ont essayé de réinstaller à proximité des ghettos des supermarchés en les incitant à se rapprocher des ghettos. Ça n'a pas marché, pour 2 raisons. D'abord, des populations qui ont un taux de motorisation très faible, dans lequel, c'est simple, pas de voiture, pas d'accès au commerce. Et deuxième élément, chose que les politiques urbaines n'avaient pas anticipé, c'est que parfois l'accès à pied n'est pas si loin que ça, il faut un quart d'heure ou 20 minutes pour accéder au petit supermarché, sauf qu'on doit traverser des zones contrôlées par les gangs, et donc on ne le fait pas. Donc on se replie sur d'autres formes d'alimentation, soit le petit épicier qui vend hors de prix ces machins, soit parfois quand il y a un fast-food, une alimentation fast-food. Et j'avais la carte du sud de l'Angleterre, avec la carte des déserts alimentaires, extrêmement complexe et très intéressante, parce que là on est dans le cadre d'un pays riche, l'Angleterre, où on a une très grande diversité des modes d'accès à l'alimentation urbaine et au système d'alimentation urbaine, très variable, avec des déserts urbains en plein Londres, des oasis urbaines aussi, des oasis d'alimentation urbaine, il y a une suroffre, etc. Donc c'était pour un peu introduire cette grande diversité, qui dépend aussi de la complexité de la ville, complexité physique, sociale et politique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et Oui, donc je sais pas, c'est peut-être pas vraiment une question, mais juste pour avoir vos commentaires sur les liens entre alimentation et gentrification, en fait. oui, alors je ne suis pas forcément spécialiste du sujet, mais le peu de la littérature scientifique que j'ai lu, évidemment, d'abord le lien existe, effectivement. C'est un lien qui est, vous connaissez tout, hein, qui est particulier. Alors moi, je l'ai observé dans les villes américaines, hein, depuis près de 30 ans d'ailleurs, où dès le début, la gentrification a été aussi associée à une forme de meilleure alimentation et d'alimentation un peu alternative avec le système aux États-Unis puis en Europe des coops, qui lui-même était basé sur ce qui a été le précurseur des véganes, des écolos, etc., et qui était rapidement structuré en un premier temps d'un point de vue associatif. Donc dans les villes américaines, il y a eu l'installation de la gentrification des hipsters, s'est faite en même temps que leur réappropriation des quartiers, surtout leur réappropriation d'abord des jardins communautaires, puis dans un deuxième temps du développement des coops. Ça, c'était en gros les premières années. Puis dans un deuxième temps, il y a eu un virage qu'on pourrait presque qualifier de commercial, où le succès des premiers j'appelle ça les colons hipsters, donc est devenu plutôt mainstream, sont arrivés donc des hipsters ou des gentrifieurs plus nombreux, et en même temps un rapport à l'alimentation et un système cette fois-ci beaucoup plus codifié, avec 2 mouvements très clairs, moi que j'ai pu observer aux États-Unis, je parle que du cas américain, où d'un côté les coops se sont structurés et sont rentrés dans l'économie de marché.
Donc très souvent, on a vu une transformation de plusieurs coop en sociétés de droit privé, avec leurs filiales, qui très souvent ont abandonné la production, la vente de produits des petits jardins communautaires, et se sont mis à acheter chez des maraîchers qui faisaient du bio dans la périphérie. Donc changement de modèle, et puis après l'arrivée aussi de grandes chaînes. Aux États-Unis, il y a toute une flopée de grandes chaînes qui se sont spécialisées. Et à partir de là, j'ai vu ça à Philadelphie, un peu moins à New York, j'ai vu aussi à Chicago et dans les vieilles villes industrielles comme Pittsburgh. Ça a été le point de départ de toute une gentrification culturelle autour de l'alimentation. Donc les jardins communautaires ont continué à être cultivés, apparition donc d'autres marchands liés plus ou moins à l'alimentation. Très souvent, c'était connexe, c'était le bien-être, où on va valoriser tout un tas de produits, et ça fait tout ça écosystème. Et les premiers gentrifieurs, d'ailleurs, étaient les universitaires, qui ont été les premiers à développer ça, parce que très souvent, pas toujours, mais les universités étaient à côté des ghettos, ils s'installaient là, et progressivement, ils rachetaient, reproduisaient un modèle vertueux, etc. Et enfin, il y a une troisième phase, dernière phase qu'on voit aujourd'hui de contestation de ce modèle. Beaucoup des premiers pionniers contestent. J'ai vu ça à Philadelphie très récemment, contestent aussi, non pas ces dérives, mais en tout cas cette homogénéisation, cette commercialisation, et reviennent vers, ou se rapprochent des habitants noirs qu'ils ont pourtant contribué à exclure, et s'investissent de plus en plus dans les mouvements de justice sociale et de justice alimentaire. J'essaie de résumer à grands traits cette petite histoire que j'ai vue de mon côté sur plusieurs villes de la côte Est. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, une question peut-être un petit peu bateau sur les nomenclatures frontières de la ville et du rural. Est-ce que chez les géographes, c'est toujours un débat de définition? Est-ce qu'on a l'impression, vu du dehors, moi je suis sociologue, qu'il y a une pluralité de nomenclatures, de définitions? Est-ce que c'est stabilisé ou est-ce que finalement c'est un débat qui a été un peu abandonné parce que jugé trop sclérosant? J'irais presque, alors peut-être pas jusqu'à dire qu'il a été abandonné, mais ça a été un débat très important il y a une bonne dizaine d'années. Aujourd'hui, le débat est toujours là, mais moins important, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est effectivement la difficulté à travailler sur des nomenclatures qui peuvent varier fortement d'un contexte à un autre, premier élément. Et deuxième élément, l'idée notamment avancée par tout un tas de théoriciens de l'urbain, que finalement, ça n'avait pas trop d'intérêt, que le monde est urbain, quoi qu'il en soit, que la personne qui vit dans un hameau au fin fond des Pyrénées est un urbain aussi, parce que son mode de vie est numérique, etc. Donc finalement, cette distinction a de moins en moins imprégnance, et on le voit aussi de plus en plus dans la façon dont les professionnels de l'urbain, dont les élus prennent en charge la situation, et aussi cette prise de conscience qui sont de moins en moins dans des villages, mais plutôt dans des villes ou dans des zones où l'urbain est important. Oui, le mouvement notamment de passage Alors, les différentes périodes de création de structures communales, de PCI, notamment les dernières métropoles, particulièrement ici dans le sud de la France, ont donné lieu dans plusieurs métropoles, notamment métropoles au sens institutionnel, pas au sens géographique, en tant que communauté de communes, ont donné lieu à beaucoup de débats, un sur la place de l'agriculture, et deux, sur la prise en compte de ces compétences au titre des différents schémas directeurs, et notamment des SCOT, des schémas de cohérence territoriale. Alors moi j'ai surtout observé ça dans les villes du sud de la France, où la question de la viticulture, par exemple, la question du maraîchage, ont très vite été intégrées, parce qu'elles sont dans des logiques de qualité, de production de terroirs de qualité, et on a vu des communes, des grandes communes, dont Perpignan, qui possèdent un foncier rural important, le protéger, alors que la pression foncière résidentielle est extrêmement forte. Donc oui, ça a été le cas. On en verra un exemple ce soir avec la politique alimentaire de la métropole de Montpellier, où là c'est une intercommunalité de 31 communes, et dans cette dynamique, les petites communes rurales de ce périmètre ont joué un grand rôle d'entraînement. Donc c'est un exemple d'effet de l'intercommunalité sur la prise en compte de questions rurales, agricoles et alimentaires dans une politique urbaine. Oui, et juste pour compléter ce que vient de dire Christophe, un nombre important, en tout cas un nombre croissant de PCI commence à se doter de services qui vont traiter des questions agricoles ou des questions alimentaires. Une petite question dans la suite du urbain-rural. Est-ce que vous regardez, on a l'impression, moi j'ai un peu l'impression, je travaille sur les réseaux de villes et d'agriculture, d'alimentation, j'ai quand même l'impression que le ruralisme a un peu plus de choses à dire qu'à une certaine époque, parce que l'urbain est en train de revisiter, de reconfigurer le rural en tant que générique. Oui. Est-ce que vous considérez ça et qu'en dire ? Oui.
Oui, je partage votre avis. Je le vois dans les travaux de mes collègues, notamment dans mon laboratoire, où les collègues qui travaillent le rural sont en train de repenser la figure de l'espace rural complètement, mais non plus de la repenser en tant que telle, au regard de la ville et de ses effets en termes de mobilité, de ses effets résidentiels, mais aussi économiques, de la redistribution de l'activité économique, qu'elle soit agricole, industrielle ou de services, via le numérique. Donc oui, il y a tout un tas de débats sur ce qu'est le rural et comment il se redéfinit, repositionne, s'articule avec l'espace urbain. Et on est désormais plus loin des débats qu'il y avait il y a 10 ou 15 ans où on faisait un distinguo entre le rural profond, le rural machin, le rural ceci. Désormais, il y a le rural qui essaye de se définir de façon plus homogène face à l'urbain. Oui, bonjour. Je suis désolé, j'ai raté le début de votre intervention, mais peut-être que vous l'avez évoqué. J'avais lu quelque part que la population avait tendance à se rapprocher des côtes, majoritairement. Oui. Donc, en gros, ça limite le bassin d'attraction. Oui. Et est-ce que ça a des implications sur la politique des villes et leur fonctionnement ? Oui, bien sûr. C'est un point que je n'ai pas vraiment évoqué. Sur une diapo, je ne l'ai pas commenté. Donc, en gros, de mémoire, il faudrait que je reprenne la diapo, mais je crois que la population urbaine est concentrée sur 4% de la surface terrestre et de plus en plus sur les littoraux. C'est un phénomène classique qu'on a observé depuis très longtemps, ce qu'on appelle la littoralisation des activités, que l'on voit ici dans le sud de la France, que vous voyez aussi en Amérique du Nord ou partout, qui est lié à l'essor du commerce mondial. Ce sont les villes-ports qui jouent un rôle important. En termes de politique urbaine, oui, effectivement, il y a tout un tas de politiques de redéploiement des villes portuaires, de recomposition des espaces portuaires, avec le déplacement des activités portuaires qui ont quitté les villes-centres et qui s'installent avec la containerisation de plus en plus loin des centres-villes et des villes, et une réorganisation des tissus urbains. Alors après, pour ce qui est de la question alimentaire, là, je serai moins à même pour vous répondre sur cet espace. Et ça rejoint ce que je disais aussi sur les espaces en déclin. Les espaces qui déclinent, notamment en France, sont plutôt des espaces de l'intérieur et très peu des espaces du littoral. Sauf peut-être des villes comme Dunkerque, mais liées à la désindustrialisation. Donc une dernière question. Moi j'avais une question sur les hiérarchies urbaines. Est-ce que les relations à l'échelle régionale entre les grandes et les petites villes, est-ce que vous avez identifié une forme de typologie de relations en fonction des territoires et en fonction justement de la dynamique des grands pôles métropolitains ? Oui, là, c'est des choses assez classiques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qu'on connaît en géographie pratiquement depuis les années 20, qui ont évolué, bien entendu, avec le rôle structurant des métropoles, de façon classique, les métropoles nationales, des grandes métropoles comme Paris, Lyon, Marseille, puis leur réseau de villes secondaires, très souvent des villes moyennes, puis après les petites villes, et à côté des villes qui, elles, par contre, de plus en plus commencent à être déconnectées de ces aires. Alors ça peut être par exemple le cas de Perpignan. Perpignan, ville moyenne, qui gagne pourtant des habitants, une agglomération de 200 000, mais qui se situe un peu dans un trou et qui est faiblement connectée aux métropoles voisines, comme Toulouse ou Montpellier. Ce que vous n'avez pas, par exemple, dans le cas rhône-alpin, avec ce Rhône-Alpes, où Lyon, métropole, organise des liens quasi organiques avec Saint-Étienne, Grenoble, avec un partage des tâches et une hiérarchisation assez fine du tissu urbain en fonction de la taille, du rang taille-ville jusqu'à Valence, Vienne, qui sont des villes de plus petite taille. Donc tout dépend de l'ancienneté, des trajectoires urbaines, des trajectoires régionales et de leur adaptation aussi à l'économie mondiale. Rhône-Alpes, c'est l'exemple caractéristique de la région industrielle, urbaine, très bien organisée, bien desservie. Mes collègues qui vont suivre connaissent mieux le sujet que moi, avec une hiérarchisation, une typologie. Si on prend l'exemple du Languedoc-Roussillon, où le fait urbain, n'est pas plus récent, mais le fait métropolitain est plus récent, forte croissance démographique, mais sans organisation ni hiérarchisation. Montpellier ne commande pas un système urbain très important, alors que Toulouse, oui. Donc tout dépend du contexte. Merci David.